J'appelle le docteur Issa. Bon, le docteur Issa s'excuse, il avait un imprévu de dernière minute, le pauvre, donc il n'a pas pu assurer le topo sur le décollement de rétine aux urgences. Donc c'est moi-même, en tant que représentant officiel du docteur Issa, qui vais avoir cette tâche. Voilà, donc l'avantage, j'ai pas besoin de me représenter, c'est parfait. Vous me connaissez maintenant. Alors, donc je vais vous parler en fait du décollement de rétine aux urgences. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant un patient qui vient vous voir, chez qui vous suspectez un décollement de rétine ou chez qui vous avez diagnostiqué un décollement de rétine qui est très souvent une urgence chirurgicale? Quoi faire? Quoi regarder? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le compte-rendu de consultation? Et qu'est-ce que va faire le chirurgien rétinologue derrière? Qu'est-ce que lui, il va anticiper, quoi? Alors pour commencer, ça c'est la base de la base, que vous soyez faciès de la rétine ou pas. Donc il y a trois grands types de décollement de rétine. Donc premier, décollement régmatogène. En fait, tout ça c'est très simple finalement. Régmatogène, ça veut juste dire qu'il y a une déchirure qui parle. À partir du moment où vous avez une déchirure, c'est régmatogène, au moins. Ça peut combiner avec les autres types, mais s'il y a une déchirure, c'est régmatogène. Euh, ça va être une urgence chirurgicale. Ensuite, décollement de rétine tractionnelle. Donc, c'est des pathologies plutôt proliférantes, qui font des néovaisseaux, on va le voir juste après, et qui vont tirer sur la rétine. Là, on aura une indication chirurgicale ou pas, on va le voir juste après. Et enfin, un type de décollement de rétine très important à ne pas rater, c'est le décollement exudatif. Donc, ça fait souvent un aspect, on va le voir juste après, hein, mais ça fait souvent un aspect inférieur comme ça. Bien que un décollement de rétine régmatogène peut se présenter aussi comme ça. Et ça, c'est non chirurgical. Donc, c'est un traitement purement médical. Il faut vraiment rechercher la cause et traiter efficacement la cause pour que le DR exudatif rentre dans l'ordre. Donc, pourquoi le patient vient? Qu'est-ce qu'il va vous dire quand il se présente aux urgences? Donc, typiquement, c'est un voile d'un œil qui commence dans un des cadrans. Donc, ça peut être en supérieur, en inférieur. Donc, comme vous le savez certainement, donc la rétine, la localisation sur la rétine est inversée par rapport à ce qu'il voit. Donc, s'il y a un décollement de rétine qui vient du supérieur, il va voir un voile qui commence en inférieur et qui monte. Voilà, par exemple. Ensuite, il y a très souvent des prodromes, donc des myodésopsies, des mouches volantes ou des phosphènes, des éclairs lumineux. Donc c'est très important, euh, souvent c'est le cas, mais donc quand vous voyez un patient qui vient pour autre chose, que vous voyez, vous voulez lui faire des lunettes, qui vient et qui se plaint de myodésopsie, de phosphène, c'est très important, dès que vous avez un doute, de faire un fond d'œil dilaté complet pour rechercher une déchirure rétinienne périphérique. Pourquoi? Parce qu'un mois après, il va se présenter à la pitié et il va vous dire que son ophtalmo lui a pas fait de fond d'œil dilaté, enfin, qu'il n'a pas vu d'ophtalmo et que on lui a pas fait d'examen du fond d'œil et il a un décollement de rétine total avec une déchirure, des déchirures, etc. et qu'il faut opérer. Donc, vous pouvez lui faire gagner beaucoup de temps et d'efforts juste par un examen simple qui est de dilater et de faire un fond d'œil. Et le décollement de rétine, c'est indolore. Enfin, l'immense majorité des cas. Pour l'examen du décollement de rétine, il faut d'abord voir sa topographie. Quels cadrans horaires vont être concernés par le décollement de rétine? Par exemple, un décollement de rétine supérieur, vous allez dire de 10 heures à 2 heures, par exemple. Il faut dire si la macula est soulevée ou pas. Donc, en pratique, on dit dès que ça atteint les arcades, la macula, on dit que c'est macula off. Donc, le macula est soulevé. Ça, c'est très important pour le pronostic. Pas pour le pronostic et pas forcément pour l'urgence. Alors, on dit classiquement que le décollement de rétine où la macula n'est pas soulevée est plus urgent que celui où la macula est déjà soulevée. En pratique, on essaie de l'opérer le plus vite possible quand même, parce qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que enfin, la récupération post-op va quand même dépendre du délai d'intervention. Ensuite, il faut noter la présence de déchirures, si vous en voyez ou pas avec un bon fond d'œil dilaté. Euh, il faut voir, ça c'est plus difficile, mais si vous y arrivez, c'est mieux. Voir si le décollement postérieur du vitré est fait ou non. Savoir si le patient est FAC, s'il a son cristallin ou s'il a été opéré de cataracte déjà, ça change complètement de cas de figure. Et bien sûr, dire s'il y a une rétinopathie associée ou non. Donc, comme je disais, pour le décollement de rétine régmatogène, donc on a typiquement une déchirure. Ici, c'est un patient qu'on avait vu à la pitié qui avait une déchirure là, et il avait aussi des zones trouées ici. Euh,
voir s'il y a une déchirure, c'est le plus important parce que ça va faire l'objet d'un traitement pendant l'opération par endolaser ou cryo-application. Les signes, alors il y a un autre signe qui est important pour savoir s'il y a au moins une déchirure de rétine. Vous vous mettez en segment antérieur, la lampe à fente un peu de biais. Vous regardez juste derrière le cristallin ou l'implant, voir en fait s'il y a du pigment qui est dans le vitré antérieur, qui est trappé dans le vitré antérieur. Ça, on l'appelle aussi le tobacco dust, c'est un autre nom. Mais ça, c'est super fiable. Si vous voyez un petit pigment marron derrière le cristallin ou l'implant, c'est que les trois quarts du temps, vous allez avoir une déchirure de rétine, voire un décollement associé. Ensuite, juste la PVR. Donc, PVR, c'est quoi? C'est la prolifération vitro-rétinienne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit exclusivement quand il y a une déchirure. S'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de PVR. Vous pouvez retenir ça. Des choses simples. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tout savoir, mais juste PVR, c'est dans le décollement de rétine régmatogène, point. Il, il faut une déchirure pour avoir la PVR. Donc il y a trois stades. Le stade le plus sévère, c'est des nœuds qui vont avoir des propriétés contractiles sur la rétine et qui vont même provoquer de l'apparition de nouvelles déchirures, voire si c'est un décollement de rétine déjà opéré, de faire récidiver le décollement de rétine. C'est la première cause de récidive de décollement de rétine régmatogène, la PVR. Voilà. Et là, chez ce patient, il n'y en avait pas trop. Il y avait juste un petit saignement, ça c'était dans le vitré. La PVR peut avoir un aspect blanchâtre comme ça sur la rétine aussi. Donc, il y a quelque chose de très important, c'est les lois de Linkoff qui s'appliquent en fait au décollement de rétine un peu standard, c'est-à-dire le patient qui n'a jamais été opéré, qui est FAC. Et en fait, ça vous permet, selon la topographie du décollement de rétine, ça va vous donner l'information où le plus probablement se situe la déchirure. Par exemple, vous voyez, sur un décollement de rétine temporal, uniquement, comme ça, on peut imaginer que la déchirure sera plutôt en supérieur, près de la limite supérieure du décollement. Parfois, on a des pièges, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une déchirure temporale supérieure, très éloignée. Et ce qui se passe parfois, c'est que le liquide passe sous la rétine, très en périphérie, très très loin, que vous voyez à peine, et ça vous fait un décollement de rétine inférieur. Alors qu'en fait, la déchirure est en haut. Ça, on le voit parfois. Donc, les lois de Linkoff, c'est la base, mais bon, on peut avoir des surprises parfois sur la localisation de la déchirure. Rapidement sur la prise en charge, donc on a deux grands types de modalités chirurgicales. La plus fréquente, c'est la vitrectomie. Donc c'est la voie interne, on passe par l'intérieur de l'œil pour recoller la rétine. L'autre voie, c'est la voie externe, donc ab externo, c'est la cryoindentation. La vitrectomie, typiquement, on l'a fait chez un patient qui a déjà été opéré de cataracte, chez qui le décollement du vitré est fait au moins partiellement. Euh, c'est l'indication classique, mais c'est vraiment la technique la plus réalisée. On va voir après pour la cryoindentation. Donc, grosso modo, les étapes, ça va être de retirer le vitré central puis périphérique. On va réaliser, compléter le décollement du vitré. S'il y a une déchirure, il faut aller brouter le vitré jusqu'à la rétine, manger un peu de rétine pour supprimer la traction. Le traitement du décollement de rétine, la clé, c'est de supprimer les tractions dans un premier temps. Après, on va réaliser endolaser ou cryoapplication, comme je disais tout à l'heure, autour de la déchirure. On fait un échange fluidaire, donc l'air va, en aspirant le liquide par la déchirure, donc l'air va mettre à plat la rétine dans la plupart des cas, et on fait ensuite un échange air et tamponnement, gaz ou silicone pour les décollements de rétine les plus sévères. Ensuite, on a la cryoindentation, donc là, c'est un peu plus long en général. Il faut désinsérer la conjonctive. On met les fils, les muscles oculomoteurs sur des fils de traction, comme vous pouvez voir ici. Là, le but, ça va être on va cryoter un peu de la même manière les déchirures par voie externe. Et ensuite, on va appliquer une bande qui va resserrer en fait la base du vitré. La base du vitré se rapproche du centre de l'œil et du coup, on supprime comme ça la traction. Donc vous voyez, le fonctionnement est un peu le même, mais par une méthode différente. Mais le but, c'est qu'il y ait moins de tension entre le vitré et la rétine périphérique en rapprochant la rétine du centre de l'œil. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour un patient jeune qui a son cristallin, qui n'a pas eu de DPV et qui a par exemple un décollement de rétine inférieur chronique très lentement progressif. Voilà. Ensuite, le décollement de rétine tractionnel. Donc la cause principale, ce sera la rétinopathie diabétique proliférante. Quel est le mécanisme? En fait, il y a d'abord une ischémie. L'ischémie amène les néovaisseaux, ça, je pense que vous savez jusque-là. Après, les néovaisseaux amènent une membrane néovasculaire qui peut être contractile. Et ça va créer une traction du décollement de rétine. Donc celui-là, il peut ou pas être chirurgical. C'est vraiment au cas par cas. Et on retient, grosso modo, que l'indication chirurgicale, elle est posée en cas de menace maculaire. Si on voit qu'il y a une menace vers la macula, à ce moment-là, on va envisager plutôt un traitement chirurgical.
il faut faire attention. Si vous injectez des patients comme ça, on est tenté de faire une injection d'anti-VEGF pour essayer de supprimer les néovaisseaux qui disparaissent. Le problème, c'est que ça peut faire des déchirures de rétine. En fait, quand l'anti-VEGF fait que le néovaisseau va se fibroser, va réduire sur lui-même. Et en fait, ça va tirer la rétine autour et ça peut provoquer des déchirures avec un décollement de rétine, cette fois qui est régmatogène, où là, l'indication chirurgicale ne se discute pas. Donc, le complément d'endolaser est souvent nécessaire sur les zones ischémiques. Et une autre chose simple que vous pouvez retenir, c'est que s'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de tamponnement. S'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de gaz, pas de silicone, ça ne sert à rien. Là, par exemple, un patient comme ça, on peut mettre de l'air qui a une visée hémostatique, mais pas de gaz, pas de tamponnement parce qu'on n'a pas de déchirure. Et enfin, le troisième type, c'est le décollement de rétine exudatif. Donc là, on a souvent une étiologie infectieuse, inflammatoire. Là, on est plus sur le champ des uveites, sclérites, etc. Donc on ne retrouve pas de déchirure. Souvent, la localisation, elle est inférieure. Dans ceux que j'ai vus, il y a souvent un aspect comme ça en vaguelette, mais il ne faut pas se laisser piéger. Des fois, il y a des décollements de rétine régmatogènes qui ont cet aspect-là. Donc voilà. Mais si vous avez le moindre doute, il vaut mieux attendre un peu, prendre le temps de faire un bon bilan global étiologique pour déterminer si c'est exudatif ou régmatogène. Et des exemples de causes de décollement de rétine exudatif, c'est le Vogt-Koyanagi-Arada, les fusions uvéales idiopathiques, les sclérites postérieures, qui seront associées à l'échographie à un signe du T. Et voilà, encore une photo de DR exudatif qu'on a vu à la Pitié pour vous mettre un peu dans l'œil. Donc là, on voit, on a l'impression qu'il se passe quelque chose ici, là, un peu d'inflammation à ce niveau-là. On voit c'est un peu comme des précipités, mais qui sont sous la rétine, en fait, comme granulomateux. Donc on a l'impression qu'il se passe quelque chose au plan inflammatoire. Voilà. Et ben, je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions. Super, merci beaucoup Nicolas. Moi, c'est pas une petite question, mais en tant que non-rétinologue, mais alors vraiment pas du tout, ce que je pense qui est très important pour vous quand vous allez faire des gardes aux urgences, quand vous allez consulter, c'est de bien regarder le fond d'œil, essayer de trouver une déchirure. Si jamais vous ne trouvez pas de déchirure, ça arrive à tout le monde. Enfin, moi, je suis déjà passé à côté de déchirures maintes fois. C'est demander à quelqu'un de revérifier derrière vous, ne pas dire oui, il n'y a pas de souci, c'est un décollement de rétine, on va l'envoyer au bloc, le chef va l'opérer. Il faut absolument que le chef descende voir le patient, qu'il fasse lui-même le fond d'œil dilaté. Essayez de mettre un verre si vous voyez pas, c'est au chef de regarder derrière. C'est pas votre responsabilité, mais il faut absolument que la déchirure soit trouvée avant d'aller au bloc. Parce qu'il y a des histoires de chasse sympas de tumeurs découvertes enfin, pendant la vitrectomie, donc ça, faut vraiment faire gaffe. Est-ce que quelqu'un a des questions? Comment on peut faire pour déterminer si le DPV a déjà été fait ou pas? Parce que pour moi, soit avec l'OCT, on peut le voir, mais au fond d'œil, peut-être la note Weiss, mais sinon, je vois pas comment on pourrait savoir. Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais, il y a plusieurs méthodes. En fait, l'OCT, c'est un très bon moyen parce que tu vois, en fait, si tu vois si le vitré est vraiment au regard de la papille et au niveau des vaisseaux, etc., tu peux voir donc que le DPV est pas fait. Mais des fois, on a des pièges. J'en ai plusieurs où tu penses que le DPV est fait et pendant la chirurgie, donc tu mets du Kenacort pour colorer le vitré et là, le DPV est absolument pas fait. Donc même l'OCT, des fois, on se fait piéger. Même l'OCT. Après, la note Weiss, dans la grande majorité des cas, quand même, ça te dit que le DPV est fait, mais c'est pas toujours vrai. Des fois, tu as un anneau de Weiss et le vitré, il reste quand même du vitré adhérent. Donc, on peut tout voir. L'autre jour, j'ai opéré un patient qui avait un vitré au schisis, par exemple. Donc, j'ai fait le DPV avec au vitréotome. Et après, j'avais comme des restes de hyaloïde qui étaient sur le pôle post. Mais le DPV était fait. Et en fait, c'était collé. Il y a eu un schisis, si tu veux. Et dans ce cas-là, dans cette indication, je n'avais pas besoin d'aller tout peler. Mais il restait, des fois, on a des surprises comme ça. Donc, mais oui, c'est pas évident à avoir le DPV, en tout cas à la lentille. Même pour un œil entraîné, c'est pas quelque chose de facile à voir. Donc, voilà. Si tu le vois pas, c'est pas dramatique, quoi. Après, un sujet jeune de 20 ans, tu te dis qu'il a pas fait son DPV, quoi. C'est le docteur Pierre Kahn, qui est le chef de service de Foch, qui dit le seul moyen de savoir si le DPV est fait, c'est la vitrectomie. Ouais, je suis d'accord avec lui, hein. J'ai beaucoup appris avec lui, donc ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, bah, je vous propose qu'on se retrouve vers 11 heures et
10 minutes pour faire une petite pause et on attaquera la séance d'orbitopalpébral avec le docteur Martel. À tout de suite. Ah, super. Donc la question c'était est-ce qu'il faut faire une réfraction sous skiacol ou sous atropine en chirurgie réfractive? L'atropine c'est bien pour les enfants. Coller 5 jours d'atropine à un adulte qui travaille, je pense que le patient ne se fait pas opérer. Donc la réfraction sous skiacol c'est très très bien chez les adultes, c'est largement suffisant. Voilà. Alors c'est bon, mais le topo, il est où du coup? Ah d'accord. C'est trop. Arnaud, on attend juste une petite minute que Nicolas le président arrive et puis on attaque. Je vais aller les chercher. On attend le président. Alors, en attendant le président, on va parler un petit peu. Donc, c'est principalement des internes qui sont présents, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'en profite pour discuter de comment on se forme en oculoplastie. C'est toujours la question qui revient. Et le jour où vous voulez vous former, bah, c'est trop tard. L'oculoplastie, il faut se former donc en théorie. Donc la théorie, vous avez l'EMC, qui est pas mal. Vous avez les cours du COUF qui sont beaucoup mieux organisés depuis quelques années, hein. Le cours du COUF, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Et vous avez le bouquin de la Société européenne, The PRS Book. Avec ça, globalement, vous avez des bons supports. Mais l'oculoplastie, c'est une spé vraiment pratico-pratique. Donc, il faut vous former. C'est pas dans les bouquins que vous allez pouvoir opérer les patients. Alors, pour les formations, comment on fait pour se former en France? On a un système qui est génial qui s'appelle l'Interchu. Vous savez ce que c'est, hein, les Interchus. Notamment pour ceux qui sont pas à Paris, hein, parce que souvent à Paris, les Parisiens font pas d'interchu, ce qui est une faute à mon sens. C'est complètement bête, parce que tout ce qui est meilleur n'est pas à Paris, loin de là. Enfin, c'est un avis perso. Mais donc, il faut faire des interchus, y compris en oculoplastie. Le problème, c'est qu'en orbitopalpébral, il y a quasiment plus personne dans les services hospitaliers. D'accord? Au pire, il n'y a personne. La situation classique, il y a un PH qui vient de temps en temps, mais des temps pleins, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que mécaniquement, vous n'avez pas beaucoup de places d'interchus. D'accord? Donc, en gros, si vous voulez faire des interchus, il faut vous y prendre hyper tôt. Et quand je dis hyper tôt, j'ai encore reçu une demande hier. On est obligé de dire non parce qu'en fait, on est plein. Donc, il faut commencer dès la première année. Je ne sais pas si vous êtes en première année d'internat, mais si vous voulez commencer à faire de l'oculoplastie, je ne parle pas forcément aux Parisiens, mais plutôt aux autres, il faut demander des places dès la première année d'internat. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas vous former en interchu. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. En rétine, je sais que j'ai des collègues qui vont faire des interchus à droite à gauche. Ils arrivent, ils font les demandes en milieu d'internat, ils arrivent mine de rien. Alors après, il y a les ARS qui font chier un petit peu avec les DGIens. Il y a des ARS qui veulent pas que les DGIens partent en interchu, ce qui est un scandale, parce que le DGIen se fait pour se surspécialiser. Alors ça, c'est d'une absurdité. Mais moi, j'ai des interchus qui sont pas venus parce qu'ils étaient DGIens, leur ARS leur a dit non. Vous voyez. Donc voilà, dans la plupart des SP, je trouve que vers le milieu d'internat, on peut faire sa demande d'interchu. En oculoplastie, c'est pas possible. Il faut la faire tout de suite. Voilà. Donc si vous êtes en deuxième année, c'est déjà trop tard. Alors, il y a des désistements. Il y a des désistements. Les histoires de DJ1, les ARS veulent pas. Donc, il faut vous mettre sur des listes d'attente, d'accord? Mais en gros, les centres où vous pouvez faire de l'oculoplastie, ça se compte en France sur les doigts d'une main, voire éventuellement une main et demie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'offre et la demande. Donc, il faut commencer tôt.
commencez tôt, quitte à vous désister au dernier moment, ça fera de la place pour ceux qui sont en liste d'attente. Voilà, ça j'avais dit une fois au COUF, mais bon, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais ça c'est vraiment le seul message à retenir d'aujourd'hui, c'est celui-là en fait, hein. Le topo qu'on va faire là, on va survoler en 20 minutes, on peut rien faire, mais c'est vraiment le topo, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Si vous voulez faire de l'oculoplastie, il faut vous former, et pour vous former, il faut faire les demandes très très tôt. Voilà, je voulais juste vous dire ça.